Bonjour et bienvenue à Accès Mieux-être. Dans cet épisode, j'ai la chance de parler avec deux notaires chevronnés, Raphaël Olivier et Marie-Ève Laquaire, toutes deux du bureau Lambert et Olivier. Ensemble, nous explorerons les différents documents à préparer en fin de vie. Madame Caroline Lippé, directrice générale de Centraide à Saint-Hyacinthe, sera également avec nous. Bonne émission! Madame Olivier, j'aimerais ça qu'on commence en parlant des testaments. Je sais que ce n'est pas un sujet facile à aborder, mais il faut absolument informer nos téléspectateurs sur comment ça fonctionne. Oui. Donc, en fait, le testament, effectivement, c'est très important. C'est ce qui va vraiment permettre à la succession de se dérouler le mieux possible et le plus rapidement possible avec les résultats qu'on souhaite obtenir. On a plusieurs formes de testament au Québec. Exactement. On a 3 formes de documents au Québec qu'on peut produire. Donc, il y a le testament holographe, qui est un testament écrit de la main du testateur, daté et signé par lui également. Il y a le testament devant témoin, qui, lui, est un document qui peut être écrit à l'ordinateur et qui doit être signé devant 2 témoins et daté. Et il y a finalement le testament notarié, qui est donc le testament préparé par un notaire et signé devant notaire également. Avec témoin. Avec témoin aussi, oui. Bon, alors, là, avec ces 3 formes de testament, il se passe quoi? Parce que un holographe, par exemple, qu'est-ce qui arrive une fois que je récupère un testament holographe, par exemple? Bien oui, la distinction est importante entre les 3 types de documents parce que le traitement du document au moment de la succession va être différent. Donc, dans le cas du testament devant témoin et holographe, on va devoir d'abord obtenir les recherches testamentaires suite au décès, mais ensuite, on va devoir faire homologuer par le tribunal le document, alors qu'au niveau du testament notarié, on va simplement pouvoir prendre le document notarié et commencer la liquidation de la succession. Donc, la distinction est importante et la procédure d'homologation, c'est une procédure qui comporte des frais, évidemment, mais aussi des délais qui peuvent être variables là, selon le district judiciaire. Alors, quand j'ai mon testament holographe, il faut absolument que je n'approche pas le notaire du tout à ce moment-là. Oui, en fait, le début de la succession va être similaire. C'est-à-dire que quand quelqu'un décède, c'est la maison funéraire qui va émettre un avis de décès. Oui. Et les clients vont nous amener cet avis de décès et avec celui-ci, nous, on va pouvoir faire la recherche testamentaire. Donc, la Chambre des notaires et le Barreau du Québec vont émettre un certificat de recherche qui indique le dernier testament enregistré. Dans le cas d'un testament notarié, c'est ce document qui va figurer à la recherche. En l'absence de testament notarié, donc dans le cas d'un testament holographe ou devant témoin, puis à ce moment-là, la recherche va indiquer qu'il n'y a pas de testament notarié et là, on va pouvoir faire homologuer ce document-là par le tribunal. Donc, c'est ça, passer devant un tribunal. Oui. Là, la deuxième façon, c'est la même chose, celui qui a été rédigé numériquement. C'est la même homologation devant le tribunal? Oui, en fait, celui qui a été rédigé à l'ordinateur, mais signé manuscritement. Oui. Oui, à ce moment-là, là, ça va devoir être homologué par le tribunal. Et si on pense à, justement, le testament, les arrangements funéraires, oui. Est-ce que c'est vraiment important de faire nos préarrangements funéraires? Le testament, notarié du moins, va souvent comprendre une section où on aborde la question des funérailles. Donc, les gens, des fois, veulent laisser certaines précisions et puis ça va orienter les héritiers sur quoi faire, finalement, suite au décès. C'est plutôt à titre symbolique. Il faut savoir que le testament va être validé dans les semaines qui suivent le décès et parfois, les héritiers vont avoir accès à une copie du testament notarié. Parfois, ils n'auront pas accès à une copie du document. Donc, il arrive que la copie arrive entre les mains du liquidateur ou des héritiers suite aux funérailles. Donc, c'est toujours important d'aborder cette question-là du vivant, avec les proches, avec le liquidateur, avec les héritiers, pour qu'ils sachent quoi faire. Mais c'est bien, des fois, d'avoir la mention parce que les gens, dans l'émotion,
parfois ne se rappellent plus de ce qui a été discuté et sont rassurés de pouvoir s'y référer. Par contre, quand il y a des préarrangements, c'est toujours l'idéal. De cette façon-là, les gens n'ont pas à prendre la décision. Tout est décidé, tout est payé aussi, donc personne n'a avancé de somme. Il y a d'autres documents qu'il faut rassembler d'ailleurs. Effectivement. Donc, pour faciliter au maximum le travail du liquidateur, l'important serait de rassembler tous les documents, dans la mesure du possible, qui vont être requis au moment du règlement de la succession. Les comptes de banque, les assurances, les comptes qu'on a, maison ou dans nos locations ou à la résidence, ce qu'on paye, toute notre paperasse financière. Voilà. Absolument. Ah oui. Oui. Donc, toute la paperasse financière, les assurances-vie. Ça, c'est très important parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de registre des assurances-vie au Québec. Donc, si on n'a pas le papier en main de l'assurance-vie, parfois, on n'est pas capable de la retracer. Donc, ça, c'est très important. Les testaments qu'on a pu signer, nos documents d'état matrimonial, d'état civil aussi. Donc, incluant les certificats de divorce, s'il y a lieu, certificat de mariage. C'est tout le temps qu'on a, Mme Olivier. C'est des informations très importantes que vous nous avez partagées, puis je suis sûre que nos téléspectateurs vont beaucoup apprécier. Je vous remercie, Michel. Maintenant, je continue avec Marie-Ève Laquer. Marie-Ève, de notre vivant, qu'est-ce qui est important à produire, à faire, à avoir comme document? Ce que j'aimerais vous parler surtout aujourd'hui, c'est les procurations, les mandats d'inaptitude, mandats de protection en prévision de l'inaptitude, les directives médicales anticipées aussi. Là. Oui. C'est 3 grandes catégories qui peuvent, on pourrait en parler pendant des heures, mais je vais essayer désolée. Fais juste, je te demande de notre vivant. Oui. Pars avec un, explique-le. Parfait. Ça va être plus clair comme ça. Oui, parce qu'on a juste 6 minutes. C'est Parfait. Juste en termes de temps, puis je veux que tu puisses passer toute ton information. Parfait. Excellent, fais ça. OK, Robert. Hein? Qui, moi, te parler? On va parler des différents mandats d'inaptitude, de soins, de fin de vie, etc. Es-tu correct? Oui. Et il dit que ça donne bien parce qu'il y avait un problème avec le son. Ah, très bien. Ils ont changé de canal. Oui. 1, 2, 1, 2, ça fonctionne. Toujours. Encore? Est-ce que ça fonctionne toujours? Ah oui, parce qu'en tournant la tête, c'est différent. C'est ça. C'est bon, le problème est réglé. Magnifique. Ça tombe bien. Ça vient la donner. Oui, rentre tout de suite dans le vif du sujet. Oui, parfait. Excellent. Et maintenant, je continue avec Marie-Ève Laquer. Marie-Ève, de mon vivant, de notre vivant pour nos téléspectateurs, quels sont les documents que je dois préparer ou faire préparer? Ce qu'on voudrait vraiment aborder pour bien se protéger soi-même, ce serait peut-être la procuration générale, le mandat de protection en prévision de l'inaptitude et les directives médicales anticipées. Est-ce qu'on peut décrire qu'est-ce que c'est que ces documents-là? Absolument. Au niveau de la loi, c'est certain que procuration, mandat, ce sont des synonymes. On vient le distinguer peut-être plus dans l'application. Donc, la procuration, souvent, va référer à quelque chose qui se permet, de notre pleine aptitude, d'être représenté. Quand notre cognitif est en pleine santé. Exactement. Bon, on est toutes là, on pourrait le faire soi-même, mais peut-être on a un empêchement physique, une hospitalisation, un voyage, c'est pas obligé d'être déprimant. Oui. On veut pouvoir déléguer nos tâches à quelqu'un. Donc là, on peut déléguer la fonction exécutive à un proche, quelqu'un de confiance. Est-ce qu'on parle de l'exécuteur testamentaire? Non, pas nécessairement. L'exécuteur testamentaire va entrer seulement après le décès. Ah, voilà. Donc là, on est vraiment dans l'administration de nos choses qui nous appartiennent toujours. Est-ce que cette procuration-là, c'est le mandat d'inaptitude? Si on est en mandat d'inaptitude, au niveau légal, ça se ressemble beaucoup. C'est juste que là, comme on n'est plus au niveau cognitif capable de prendre nous-mêmes nos propres décisions, on délègue pas seulement l'exécution de la tâche, mais la prise de décision aussi. C'est très grave, déclarer quelqu'un inapte, on ne fait pas ça à la légère. Hein. Ça prend une évaluation d'un médecin, ça prend une évaluation d'un travailleur social et ça prend un jugement qui vient confirmer l'inaptitude et qui est en mesure de représenter la personne. Donc, ça prend vraiment plusieurs étapes.
Le mandat peut être fait devant témoin, notarié. Souvent, les gens me posent la question. Ouais. Les deux sont valides. L'important, c'est de bien le compléter. Donc, avec un notaire, c'est sûr qu'on est accompagné dans la confection, mais ça va devoir être homologué pour être exécuté dans les deux façons. Et il y a autre chose aussi, les soins de fin de vie. Oui. Comment ça fonctionne? Dans un mandat de protection, souvent, on va être appelé à donner des instructions au mandataire, à savoir si on veut de l'acharnement thérapeutique, de l'acharnement diagnostique, le souhait de mourir dans la dignité. On aborde toutes ces questions-là dans le mandat, mais c'est des instructions qui s'adressent au mandataire, donc à la personne qui va prendre nos décisions médicales. Il y a aussi un autre document qu'on peut compléter, qui sont les directives médicales anticipées. Oui. Les directives, eux, c'est un document qui provient de la Régie de l'assurance médicaments du Québec et qui vient pour 3 situations de fin de vie. Donc, ça peut être type Alzheimer, coma, soins de fin de vie, refuser ou accepter 5 soins particuliers, qui est la réanimation cardiovasculaire, la ventilation assistée, la dialyse, l'hydratation forcée et l'alimentation forcée aussi. Donc, c'est pas de l'aide médicale à mourir. Faut comprendre la distinction parce que c'est souvent un sujet chaud. Oui, exactement. L'aide médicale à mourir, c'est de notre pleine conscience, de notre pleine capacité de demander si on est admissible. Au moment. Qu'on nous prodigue un soin qui va mettre fin à la vie. Oui. Là, ce que je vous parle, c'est des directives qui permettent à quelqu'un de refuser des soins qui servent à nous maintenir en vie. Le résultat est similaire. Oui. Ça va s'approcher de la fin, mais la méthode est très différente. L'aide médicale à mourir, étant donné que vous l'avez abordé, si je la demande et tout d'un coup, je perds mon cognitif, je suis complètement partie. Exactement. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? En date où on se parle aujourd'hui, quelqu'un qui fait la première demande, mais qui, lors de l'administration, n'est pas en mesure de consentir à la chose, ne pourra pas la recevoir. C'est appelé à changer. C'est des dossiers qu'on travaille activement, pas moi personnellement, mais au niveau gouvernemental, parce que c'est un besoin clair des gens d'avoir un mot à dire sur leur départ. Leur fin de vie. Leur fin de vie, de pouvoir avoir accès à une certaine dignité aussi, là, dans la mesure. Donc, ça se parle, ça se travaille. La loi est en vigueur, mais pour l'application, ça va devoir attendre encore un petit peu là, par rapport à ça. Donc, l'objectif, ce serait ça, que si on a un diagnostic d'une maladie qui est considérée comme étant de fin de vie, qu'on puisse d'avance choisir les conditions, les critères ou le moment où on pourrait recevoir l'aide médicale à mourir, qu'on soit en capacité ou non d'y consentir à ce moment-là. Bon, ben voilà, c'est ça. Donc, ça s'en vient. Puis on n'est pas encore là. Mais on n'est pas encore là. Comment on fait à travers tous ces papiers-là pour protéger si on a des enfants, un conjoint, nos proches? C'est à l'intérieur du mandat de protection principalement qu'on va pouvoir faire ça. On vient prévoir, par exemple, le cas typique, c'est peut-être les gens qui sont copropriétaires ou qui utilisent des biens ensemble. Si l'un d'eux n'est plus sur place ou doit être hospitalisé du long terme ou doit être placé, à ce moment-là, on veut que l'autre soit bien protégé, puisse continuer à habiter la résidence. Peut-être les enfants aussi, des fois des enfants en bas âge, des fois des enfants qui reviennent à la maison, même plus âgés. Ça arrive. Donc, on veut protéger tout le monde, on veut adresser toutes les situations. Alors, est-ce qu'on fait une différence dans ces cas-là, conjoint de fait, mari et femme? Quand on vient par document exprimer notre volonté clairement, cette application-là se ressent moins. C'est sûr qu'à la base, des conjoints mariés, il y a toujours des droits alimentaires de l'un à l'autre. Donc, il y aurait une certaine forme de protection qui existe. Mais là, on parle de mariage. Là. On parle avec le mariage. Conjoint de fait, on n'est pas là encore. Ça aussi, ça se travaille, mais on n'est pas là encore. Donc, pour l'instant, le mandat serait vraiment la meilleure façon de protéger nos proches si jamais on est nous-mêmes en incapacité. Pensez-vous à autre chose comme document qui intéresserait nos téléspectateurs? Bien, certainement, la procuration générale, j'y reviens un petit peu parce que c'est très sous-estimé. C'est certain qu'on veut garder le contrôle sur nos choses. La procuration générale n'enlève aucun contrôle. Aucun droit. C'est ça. Avant de déclarer quelqu'un inapte, c'est pas rare qu'une personne, en raison de l'âge, en raison d'un accident, a des facultés qui sont un petit peu affaiblies. La personne est loin d'être inapte. On n'est pas du tout à l'homologation d'un mandat, mais peut-être un besoin d'assistance ou de représentation. Il y a également l'assistance aux majeurs, qui est quelque chose qui est possible, qui est une nomination express d'un proche pour l'accès aux documents, donc qui peut être pertinent. Les informations sont extraordinaires. Je sais qu'on pourrait en parler longtemps. On va terminer là-dessus, mais j'invite nos téléspectateurs à aller vous rencontrer chez Lambert et Olivier parce que vous avez une expertise phénoménale. Merci. Je vous remercie beaucoup, madame.
Kwaimzewi, Ndalewezi Suzi Opamsawino, Alnon Basquania Te Enwege Odanak, quand les paillons au Banake Kendakina, vous écoutez TVR 9. Centraide. Quelle belle organisation. Là, Mme Dupuis, vous êtes la directrice générale. Oui. Quel est votre rôle? Bien, en fait, mon rôle, c'est de coordonner et soutenir un peu l'équipe de travail là, dans notre mission. L'équipe de travail, ça veut dire qui? Bien, on n'est pas une si grande équipe. On est 8 employés, là, en fait, chez Centraide. Puis, donc, l'équipe, là, c'est principalement là, au développement social. Donc, c'est tout ce qui touche aux organismes qu'on soutient, puis de vraiment là, s'assurer des investissements. Vous supportez les personnes vulnérables. Effectivement. Donc, c'est ça notre mission, en fait. Donc, c'est d'assurer là, qu'on améliore les conditions de vie des personnes vulnérables, puis on le fait en partenariat avec un réseau de partenaires. Là, les partenaires, c'est qui exactement? Puis comment ça fonctionne? Donc, les partenaires, ce sont des organismes communautaires de notre milieu. Donc, nous, on en soutient 60 organismes communautaires. Quand même! Oui. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Puis ça, c'est tout sur tout votre territoire, incluant la vallée du Richelieu, bien sûr. Effectivement, c'est ça. C'est 7 MRC, donc c'est un très grand territoire. Oui. C'est 400 000 personnes qu'on aide, bien, qui sont en fait sur le territoire. Puis c'est 80 000 personnes qu'on aide chaque année. Mais... Que vous supportez là, financièrement ou dans les programmes qui sont dirigés vers ces gens-là. Oui, qui reçoivent des services. Donc, c'est vraiment une personne sur 5, dont là, des gens dans la vallée du Richelieu. Là. Puis dans la vallée du Richelieu, vous avez combien d'organismes que vous supportez? On soutient 6 organismes communautaires. Puis donc, c'est... Comment vous les choisissez? En fait, on va vraiment là où les besoins sont les plus criants. Donc, c'est quoi là, les besoins en ce moment, là? Surtout post-pandémie, parce qu'il y a des choses qui ont vraiment augmenté. Bien oui, évidemment. Puis, des problématiques. On le sait tous, là, en ce moment, le panier d'épicerie, le coût de ça fait mal aux familles, aux aînés, aux personnes vivant seules. Donc, ça, c'est un enjeu qui nous concerne beaucoup. Également, le logement. Donc, on est en pleine crise du logement. Donc, c'est difficile de se trouver un logement. Les coûts ont explosé aussi dans les dernières années. Donc, c'est un enjeu là, qui nous préoccupe. La santé mentale, ça peut être les dépendances, les familles. Donc, il y a plusieurs là, choses qu'on finance, qu'on aide, qu'on soutient, puis des gens qu'on aide. Comment vous réussissez à financer, on va prendre nos organismes dans la vallée du Richelieu, comment vous réussissez soit en les choisissant et à les financer? En fait, pour le financement, donc, Centraide, on fonctionne seulement qu'avec des dons. Donc, on n'a pas de financement gouvernemental ou de subvention. Donc, c'est vraiment les donateurs et leur générosité, les entreprises qui donnent généreusement. L'année dernière, donc, c'est plus de 2 300 000 $ qu'on a amassé. C'est fantastique. Qui permet, là, oui, c'est ça, de soutenir des initiatives locales, des organismes, des causes qui nous tiennent à cœur. Donc, après, on analyse les besoins. Puis Comment vous faites ça pour décider justement quel montant est octroyé à quel organisme et dans quelle mesure les différents services vont être augmentés parce qu'il y a des problématiques sérieuses? Donc, nous, on analyse vraiment le territoire, les besoins. On le fait aussi en partenariat avec des comités. Donc, on a un comité de vérification financière qui s'occupe plus de l'aspect financier des organismes et des besoins. Mais on a également des comités de bénévoles, dont le CARO. Donc, c'est le comité d'analyse et de relations aux organismes. Donc, présentement, c'est une équipe de 12 bénévoles qui sont super engagés, dévoués. Bien, ces bénévoles-là, est-ce qu'il faut qu'ils aient une expertise en finance, par exemple? Non, en fait, leur rôle, c'est vraiment d'évaluer la gouvernance puis les besoins des organismes. Comment ils font ça? Donc, en fait, ils reçoivent les demandes d'aide financière. Ils ont tous les documents nécessaires pour l'analyse. Donc, on fait une première analyse des documents papier, puis après, ils se rendent dans les organismes communautaires directement, rencontrer les directions, les conseils d'administration, puis on leur pose des questions pour s'assurer vraiment c'est quoi leurs besoins particuliers, comment on peut les soutenir. Donc, après, on fait des recommandations avec eux. Qu'est-ce que vous avez remarqué de plus pressant dans les dernières années, en fait, post-pandémie? Mais en fait, surtout, par exemple, chez les aînés, là, donc au niveau de la santé mentale et de l'isolement, de la solitude, c'est vraiment quelque chose qui est en hausse et qui est préoccupante. Là.
Puis dans les organismes, évidemment, on les rencontre. Ici, notre objectif avec la série. Et puis, c'est effectivement quelque chose qui ressort très, très souvent et que tout le monde, en fait, tous les organismes communautaires essaient de pallier à tout ça. Mais vous avez des programmes. Oui, en fait, le premier programme, là, le plus important, c'est le soutien à la mission. Donc, c'est ce qui nous différencie un peu des autres des autres organismes. Ouais. En fait, les Centraides au Québec, c'est le deuxième plus grand investisseur social. Puis, dans le fond, le financement à l'émission, c'est vraiment pour permettre aux organismes de faire ce qu'ils font le mieux, offrir leurs services directement à la population. Donc, autant pour des services en sécurité alimentaire, en santé mentale, donc pour les accompagnements des personnes. Donc, c'est vraiment le soutien général. Puis, on a également certains programmes, par exemple, pour des nouveaux organismes qui seraient en démarrage. Donc, on offre du soutien ou des nouvelles initiatives, donc des organismes qui seraient déjà existants, mais qu'on voit qu'il y a un besoin particulier, qu'il y a un trou de service, par exemple, quelque chose qui n'est pas répondu, puis on offre un nouveau service, on peut aider à démarrer ça. Vous avez des bénévoles, vous également, avec Centraide. Oui, donc on a une équipe de bénévoles. Je pense que dans tous les organismes communautaires, c'est nécessaire là, pour au bon déroulement de nos activités. C'est vital. Ils ont tellement une expertise, c'est tellement une richesse pour le milieu. Donc, on a des bénévoles également là, au niveau de la campagne de financement pour nous aider là, à ramasser les sous nécessaires. Je voulais justement parler de ça parce que moi, nos téléspectateurs, on veut donner à Centraide. Comment ça se fait? Puis, je pense qu'il y a des dons planifiés. Vous avez différentes façons qu'on puisse donner chez vous. Comment ça fonctionne? Effectivement. En fait, il y a plusieurs façons de donner. Là, évidemment, on peut faire un don sur le site web, par exemple, par la poste ou en nous téléphonant. Mais il y a également des façons, là, avec, par exemple, les dons planifiés. On peut faire des dons. Donc, ça peut être des dons d'actions. Donc, il y a certains donateurs qui donnent chez nous avec des actions directement, qui nous transfèrent. Il peut y avoir des dons de police d'assurance vie. Donc, par exemple, des fois, on a une police d'assurance vie, donc on ne voit plus l'intérêt ou fiscalement, il peut y avoir un avantage financier à le donner pour la succession. Donc, ça peut être des choses qu'on fait, puis également des dons par lecte testamentaire, par exemple. Testament? Oui. Ah, c'est intéressant. Puis on a une ressource chez nous, là, donc en don majeur et don planifié, qui est disponible aussi pour répondre à des questions, puis aider les donateurs à voir comment ça peut être avantageux pour eux, puis pour aider dans le fond, leur communauté. Si je reviens aux bénévoles, est-ce que votre recrutement se fait de quelle façon? En fait, c'est vraiment des gens on va dans certaines activités de recrutement de bénévoles. Donc, il y a beaucoup d'organismes communautaires, notamment, que leur mission, c'est justement le bénévolat et d'orienter les gens là, qui veulent donner du temps, donner de l'expertise, puis faire profiter leur communauté. Donc, on va dans ce genre d'activités-là. Également, c'est des gens qu'on connaît par nos organismes communautaires, qui est notre réseau là, sur le terrain. Puis, des gens qui communiquent avec nous parce qu'ils veulent faire une différence. Puis, ils cherchent comment on peut s'impliquer. Donc, ils viennent nous voir pour on trouve la meilleure façon pour eux de s'impliquer avec nous. Est-ce que vous avez des projets qui sont en développement présentement, dont vous pouvez nous parler présentement? En fait, les projets qui nous impliquent là, beaucoup à l'automne, donc c'est la campagne de financement, c'est le gros moment où ça nous permet là, d'avoir les sous disponibles pour aider puis soutenir les organismes de la façon qu'on le fait. Donc, c'est ça qui occupe beaucoup notre temps. Oui, je comprends. Est-ce que ça augmente à chaque année ou avec les conditions financières que nous vivons tous présentement, est-ce que vous craignez une baisse de revenus? Mais en fait, c'est toujours, avec la pandémie, on s'est dit peut-être que ça va être un enjeu, peut-être on anticipait. Puis les gens sont doublement généreux. Je pense que les gens, ils voient justement, réalisent les besoins des gens près de chez eux qui ont des besoins. Donc les gens sont généreux, on est toujours un peu en augmentation, ça va bien. Mais on pourrait faire tellement plus, dans le fond, pour soutenir nos communautés avec une aide supplémentaire. Mais là, si on parle à nos aînés, qu'est-ce que vous leur suggériez à la famille pour s'aider? Bien, en fait, il existe plusieurs services communautaires qui sont directement visés pour eux. Puis, quand on parle, par exemple, de solitude ou d'isolement social, donc il y a des services autant d'accompagnement, là, de visite
amicales. Donc, il y a des bénévoles qui vont rencontrer des personnes seules. Ça peut être des appels réconfortants. Des appels d'amitié. Des appels d'amitié, Ouais, effectivement. c'est Ça bien. peut être l'accompagnement de transport. Donc, quand ils ont des rendez-vous médicaux, ça peut se faire de façon, tellement de façons. Puis, c'est préoccupant la situation en santé mentale là, pour les personnes vivant seules. Donc, on veut vraiment qu'ils aient un réseau là, pour les supporter. Ça prend un réseau parce que les soins de santé sont tellement difficiles d'accès. Et puis, en termes de médecins de famille, par exemple, il y a plusieurs personnes qui sont orphelins de médecins de famille. Ça devient vraiment, en fait, c'est une problématique sérieuse, Oui. surtout chez les aînés. Effectivement. Quand les gens s'adressent à vous, justement, sur ce sujet-là, les soins de santé, comment vous les orientez? Mais en fait, au niveau des. En fait, les soins de santé, il y a certains organismes, justement, qui, on peut les diriger, là, qui offrent justement de l'accompagnement, puis certains services là, pour les soutenir là, si on a une maladie. Par exemple, il y a des services aussi de popote roulante pour la sécurité alimentaire parce que des fois, en situation de maladie, on n'est plus en mesure de faire autant de choses qu'on faisait à la maison pour s'alimenter, pour faire la cuisine. Donc, des fois, on a besoin d'aide De la ponctuelle. cuisine solo, très difficile pour les gens. Effectivement, C'est donc il y a vrai. ces services-là qui sont offerts. Tu sais, l'année dernière, avec nos services, ça a permis de donner là, plus de 100 000 repas là, sur le territoire de Richelieu-Yamaska avec la popote roulante. Donc, on sait que c'est un service qui fait vraiment la C'est différence. essentiel parce que la nutrition chez les aînés, il y a une baisse, il y a un problème d'ostéoporose, il y a les muscles qui s'affaiblissent. Il y a un paquet de problèmes. Ça prend des suppléments, ça prend de la vitamine D, ça prend un paquet il faut qu'ils soient informés. Il faut absolument les informer à ce niveau-là. C'est ça. L'objectif, c'est vraiment qu'ils ne restent pas seuls, Ouais. qu'il y ait des services qui existent, de les mettre au courant que ces services existent, puis de les mettre en relation avec les bonnes personnes. Oui. Est-ce que vous recevez des paniers alimentaires chez vous? En fait, directement chez Centraide, non, mais on a vraiment des Vous dirigez les gens. on dirige les gens vers ces services-là qui existent, puis qu'on aide à soutenir également. Ah, bien ça, c'est fantastique comme information. Merci beaucoup, Mme Lippé. Ça a été vraiment agréable de vous recevoir. Merci de m'avoir reçue. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à Maître Olivier, Maître Laquerre et à Mme Caroline Lippé pour toutes ces informations et pour leur dévouement envers notre communauté. C'est très précieux. Ne manquez pas notre prochain épisode, toujours au service de votre bien-être.